Patrick Corillon, né en 1959 à Knock, vivant et travaillant à Liège et à Paris, est aujourd'hui un artiste tout à fait incontournable de la scène artistique internationale. Son travail a été montré dans des institutions de prestige comme la Tate Gallery à Londres ou le Centre Georges Pompidou à Paris, mais également dans le cadre de manifestations internationales comme la Documenta 9 à Cassel ou encore les biennales de Lyon, Sao Paulo et Sydney. Alors cette reconnaissance, bien sûr, n'est évidemment pas le fruit du hasard. Patrick Corillon est l'auteur d'un travail qui demeure totalement inclassable dans le champ de la création plastique contemporaine. Son travail, volontairement polymorphe et interdisciplinaire, échappe au registre attendu de l'art contemporain, aux recettes sûres, aux catégories établies. Ses œuvres prennent place du reste dans des espaces qui ne sont pas nécessairement les lieux traditionnels d'exposition comme le musée ou la galerie. On les voit ainsi se développer en milieu urbain, dans la nature environnante. Quand on interroge Patrick Corillon sur sa démarche artistique, il répond généralement en disant qu'il se considère avant tout comme quelqu'un qui fait des installations. Ni vidéaste, ni photographe, ni peintre, alors qu'il est à même d'utiliser ces différents médiums, il est avant tout un artiste qui conçoit son projet artistique et poétique comme une invitation lancée au regardeur. Une invitation discrète, car ses interventions, ses installations ne sont jamais grandiloquentes. Alors parmi les œuvres qui ont marqué son parcours d'artiste voyageur, on ne peut évidemment s'empêcher de songer aux récits, aux œuvres qu'il a consacrées à Oscar Certi, ce personnage imaginaire auquel il a prêté vie pendant plusieurs années. Placé dans une multitude de situations existentielles, Oscar Certi a probablement été le moyen pour Patrick Corillon d'ancrer le récit dans une réalité tangible, de nous emmener, de nous entraîner dans un vagabondage aventureux, dans une lecture active, connectant sans cesse la réalité à l'imaginaire. Alors évidemment, il ne faut pas réduire le travail de Patrick Corillon à ce personnage atypique qu'est Oscar Certi. Son travail brasse en effet bien d'autres univers, bien d'autres idées, faisant surgir cette nécessité de décloisonnement des catégories esthétiques en usage. Le travail de Patrick Corillon emprunte en effet des chemins de traverse, où se mêlent souvenirs d'enfance, botanique fantaisiste, imaginaire du lieu et rêverie verbale. Des chemins buissonniers qui déplacent les territoires de l'art contemporain vers des marges, des zones franches, des frontières inexplorées, univers inédits où les mots souvent servent de balises ou de pièges. Si l'œuvre de Patrick Corillon appartient de plein droit au champ des arts plastiques, elle apparaît également singulièrement familière aux amateurs et aux spécialistes de la littérature. Faut-il pour autant faire de l'artiste un écrivain? Il serait certainement trop à l'étroit dans ce costume qui a longtemps habillé Oscar Certi. Plus qu'un auteur au sens classique du terme, Patrick Corillon est un conteur, un raconteur, un fabulateur qui traque la fiction partout où elle se trouve. C'est la matière première de son art si particulier, comme la couleur l'est pour le peintre ou la pierre pour le sculpteur. De cette matière, il tire des histoires qui se lisent, se regardent, se touchent, s'écoutent, se sentent, des histoires qui débordent des pages du livre, comme ses installations débordent les murs du musée. Sa littérature, si l'on veut employer ce mot, passe par le corps du lecteur et l'engage totalement dans un processus physique qui peut le conduire à bouger dans l'espace, à éprouver un vertige, à courir après les mots, bref, à laisser la fiction venir perturber son univers de référence. Loin de toute bibliophilie ou de tout fétichisme, les livres ne sont pour Corillon que des objets transitoires, des lieux de passage qui permettent au lecteur de donner forme au monde. Ouverts, délavés, effacés, dépliés, perdus, imaginés, ils sont comme des passerelles fragiles et éphémères, jetées entre le texte, l'image et l'espace. Chez Patrick Corillon, les mots ne tiennent pas en place. Nous avons cependant essayé d'en saisir quelques-uns au vol, au cours d'un entretien que l'artiste a bien voulu nous accorder, entre ses livres, dans sa bibliothèque. Voici donc quelques mots volés au dictionnaire de Patrick Corillon.
littérature, mais c'est en fait là d'où je viens et je ne le savais pas. C'est très étonnant qu'au départ, j'ai toujours tourné autour de la littérature, mais quand j'étais jeune, je voulais faire du théâtre. Puis après, j'ai fait les arts plastiques et j'ai toujours voulu aborder, sans le savoir, les mots par la bande. Comme ça. Donc j'ai l'impression que je vis avec une image très très idéalisée de la littérature et que pour ne pas prendre cette image directement parce qu'elle m'étoufferait complètement, j'ai toujours besoin de la prendre par la bande. Donc il y a quelque chose de très très sacralisé, mais je crois que c'est la problématique complète de mon travail. Et plus que ça, c'est presque la façon dont je suis au monde, où je ne peux pas, par exemple, me trouver dans un lieu si je n'ai pas un référent littéraire. C'est le référent littéraire qui va faire que je vais me sentir appartenir à un lieu. Donc c'est quelque chose, je ne sais plus si c'est ma façon de voir le monde ou si c'est un monde en soi. Je n'ai aucun rapport intime à la photographie. Je dirais que pour moi, ça représente l'image. Et enfin, je ne me sens pas vraiment touché par cela. À part, il y a une couverture d'un livre d'un philosophe qui s'appelle Jack Goody, qui s'appelle La peur des représentations. Et en couverture de ce livre, La peur des représentations, on voit des talibans en Afghanistan qui brûlent des films. Donc ils ouvrent des appareils photo, ils brûlent les films et ils regardent pour voir s'il y a bien un photographe qui les prend en photo pour témoigner de cela. Et donc il y a un paradoxe comme ça sur le rapport aux images, et la peur des représentations parle de cela et montre que toute société a d'abord eu un rapport assez puissant aux images et est passée par la représentation du monde qui passe donc par le biais des images, puis après a eu peur évidemment de l'icône, c'est-à-dire qu'on sacralise l'image elle-même et non plus ce qu'elle représentait, et non plus ses valeurs, et donc à ce moment-là a banni les images. Mais il montre qu'il n'y a pas une seule société qui n'est pas passée par d'abord la représentation par les images, puis par le bannissement des images, puis après les réapprivoiser. Mais alors je dirais que moi, mon rapport aux photos est extrêmement ténu. Oui, lecture, contrairement à la littérature, c'est pas un mot que je sacralise ou que j'idéalise, mais au contraire avec lequel je vis vraiment au quotidien et très physiquement. Parce que pour moi, la lecture, c'est, je veux dire, une aventure autant physique que spirituelle. Et plus j'avance dans ma vie de lecteur, plus je suis sensible à ça. Par exemple, à la largeur des marges pour qu'on puisse y mettre ses pouces, voir comment un livre s'ouvre, se ferme. Donc la lecture pour moi c'est vraiment un moment privilégié, et non seulement un moment privilégié, mais je me rends compte que dans mes ambitions, j'allais dire artistiques, elles tiennent autant dans le fait de produire quelque chose que de pouvoir aussi être lecteur des choses. Et donc c'est vrai que quand je me sens bon lecteur, je sens vraiment que j'étais actif et que j'ai construit quelque chose. Donc c'est vraiment une respiration comme ça au quotidien qui est très, je veux dire, même pas seulement importante, mais vitale. C'est vraiment la lecture, oui, c'est mon herbier. C'est là aussi où toute ma vie peut se glisser. Oui, pour moi, spectateur, c'est le nom de famille du prénom rôle du. C'est le rôle du spectateur, parce que spectateur, je vois vraiment ça comme quelque chose d'actif, qui est... donc j'ai vraiment beaucoup de mal, mais exactement comme au théâtre, à me dire que quand je suis spectateur, je ne suis pas acteur de ce qui se passe au moment, parce que je veux dire, les acteurs sur la scène ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas aussi un spectateur actif en face d'eux. Et donc c'est clair que dans mon travail aussi, le spectateur, je conçois mes installations presque comme un metteur en scène qui fera du spectateur l'acteur des choses. Mais ça, je crois que c'est très, très lié. Pour moi, c'est une évidence. C'est pas quelque chose de nouveau. Je sais que j'avais été
touché par Augusto Boal, qui a créé le théâtre de l'opprimé, qui raconte qu'en Amérique du Sud, des acteurs jouaient pour des mineurs et que donc ils improvisaient comme ça pour les mineurs et ils étaient éclairés, la scène était éclairée par les casques des mineurs, par la lampe qui était sur les casques des mineurs. Et donc eux voyaient automatiquement quand il y avait une attention qui était soutenue ou pas. Quand les mineurs commençaient à regarder là, à être lassés du spectacle, ben, ils devaient ranimer et j'aimais beaucoup cette image-là parce que c'est clair que c'est ça, c'est la flamme qui est sur le casque ou dans les yeux des spectateurs qui anime aussi, qui va donner tout l'élan ou d'un spectacle ou d'une exposition. Donc c'est clair que et comme que pour moi, être lecteur, c'est être actif, être spectateur, c'est être actif. Et donc, ce que j'essaie, c'est de rendre un visiteur des expositions que je fais le plus actif possible. Donc, qui est un spectateur, mais aussi je veux dire, un spectateur de lui-même. Je ne voudrais pas qu'il soit uniquement spectateur de ce qu'il a sous les yeux, mais que ça le renvoie, donc qu'il puisse être à la fois spectateur de lui-même. Donc, à mon avis, ce qui fait qu'on vit, c'est qu'on est à la fois acteur et spectateur de sa propre vie. Comme ça, on n'est pas soumis non plus. Il n'y a pas une fatalité de dire qu'on est obligé d'agir tout le temps, d'agir pour vivre, ou uniquement d'être fataliste et de regarder ce qu'est notre vie, mais d'avoir un pas dedans, un pas dehors. Alors, Oscar Certi n'a aucune signification, si ce n'est que c'est un jeu sonore qui, pour moi, avait un côté un peu exotique. C'est un personnage qui, le lien est parfait avec la notion de spectateur, parce que je le voyais comme un exilé, Oscar Certi. Je l'ai fait naître en 1881, au temps de l'Empire austro-hongrois, et donc c'est quelqu'un qui, après 14, était un exilé qui n'a jamais pu retrouver l'Empire, donc qui, où qu'il aille, se trouvait à la fois dans une position d'exilé, c'est-à-dire un pas à l'extérieur des choses, mais comme il était très curieux de tout ce qui se passait devant lui, ben il avait ce pied dedans et ce pied dehors. Donc pour moi, c'est un petit peu, c'est une métaphore. C'est clair que je n'ai pas d'image. Justement, on parlait de photos. Pour moi, c'est impossible d'avoir une photo ou un dessin ou quoi que ce soit d'Oscar Certi. C'est juste un point de vue littéraire, c'est-à-dire du personnage. Ben c'est comme un genre de loupe à travers laquelle je peux grossir des événements qui m'intéressent. Et donc, c'est ce personnage qui sonne avec un K dans l'Oscar, qui sonne d'une façon extérieure au monde francophone, mais avec lequel j'ai pu regarder énormément de choses. Et donc, je lui ai attribué des événements qu'il aurait pu vivre en 1914, mais suivant les expos, ces mêmes événements, je les déplaçais en 1945. Donc, il n'y a aucune vraisemblance non plus par rapport à ce personnage-là. C'est juste le socle sur lequel je peux déposer mes fictions. C'est plus un nom qu'une image, ou c'est vraiment un moyen de pouvoir regarder les choses, mais ce n'est absolument pas un double. Et quand par exemple j'ai fait un projet qui s'appelle Correspondance téléphonique, où j'imagine que Oscar Certi et Catherine de Sélis, qui vivaient ensemble, ne vivent plus ensemble, mais continuent à correspondre au téléphone, à s'appeler au téléphone, et que chacun griffonne des petits dessins pendant qu'ils se téléphonent. On n'a plus aucune trace de ce qu'ils se sont dit au téléphone. En revanche, on peut retrouver les dessins d'Oscar et les dessins de Catherine. Mais pour moi, en faisant les dessins d'Oscar ou en faisant les dessins de Catherine, il y avait autant de parts de moi-même. Peut-être une part plus féminine en dessinant ceux de Catherine et plus masculine ceux d'Oscar. Mais c'était aussi de me fondre comme ça dans différentes situations. Et je dirais que pour moi, Oscar Certi, avant même d'être un personnage, ce sont plus des situations. Et je dirais, pour moi, c'était le moyen aussi de voir un petit peu, Oscar Certi, c'est un héritage culturel. C'est l'héritage culturel à partir duquel j'ai pu développer une vision du monde. Donc, c'est un peu un état des lieux. D'ailleurs, je l'ai abandonné il y a plus de 10 ans. Je l'ai fait mourir l'année de ma naissance. Et c'est aussi cette idée que tout ce que ce personnage a pu vivre, je n'ai pas pu le vivre directement. Donc, ça passe par des intermédiaires. Donc, pour pouvoir placer ces histoires dans tel et tel lieu, je dois aussi m'informer par d'autres choses que moi-même. Mais c'est vraiment cette idée-là. Oscar Certi, c'est se dire, tiens,
d'où je viens culturellement. Qu'est-ce qu'on porte quand on est dans cette partie-ci de l'Europe, avec notre langage, avec nos convictions, avec qu'est-ce qu'on a derrière nous? Et c'est vraiment cette idée-là, c'est se dire, voilà, je suis l'héritier d'une culture, mais comme tout héritier, il y a un actif et un passif. Et en plus, on a la liberté de faire ce qu'on veut, enfin, dans une certaine mesure, avec les héritages, justement, parce qu'il y a des tabous, il y a de l'inconscient, mais c'est quand même cette idée qu'on n'est pas fataliste face à un héritage. Et c'était donc un état des lieux. Mais oui, ça fait plus de 10 ans que je ne travaille plus avec Oscar Certi, et je vois que les projets qui ont suivi ceux d'Oscar Certi se sont écrits au présent ou au futur. Et ils ne se sont plus écrits au nom d'une personne, mais il y avait le mot on ou le mot nous, qui était l'idée de la communauté, qui était plus ancrée dans le présent. Peintre avec un P comme pianiste, parce que ce sont deux personnages qui font à la fois partie de mes fantasmes, c'est-à-dire je peux me voir en peintre ou en pianiste, c'est-à-dire je peux avoir ce goût en bouche de ce que c'est que la peinture et de toute la sensualité de la peinture ou de jouer du piano, mais je n'ai jamais peint et je n'ai jamais joué du piano. Et donc, c'est grâce au métier de spectateur que je peux me prétendre peintre ou pianiste. Je suis un excellent spectateur peintre, un excellent spectateur pianiste, mais donc ça fait partie aussi de, je dirais, d'une forme de panthéon ou d'image très désincarnée, comme ça, d'un rapport à la matière ou oui, d'un rapport à la musique, comme ça, avec lequel je vis continuellement, et peut-être que le texte me permet de donner vie comme ça à ces fantasmes. Je ne suis pas bibliophile du tout. C'est-à-dire que l'objet livre ne m'intéresse pas en tant que collectionneur, mais comme objet de vie. Et je me souviens d'un jour, j'avais acheté un livre d'occasion sur les parfums, sur les multiples parfums, et même comment créer ses propres parfums, tout ça. Et je l'avais mis en poche. Puis on est allé au théâtre avec ma compagne, et sur le plateau, les comédiens brûlaient de la graisse. Et puis elle m'a glissé à l'oreille, est-ce que tu n'as pas un objet n'importe quoi que je puisse sentir pour ne pas tourner de l'œil parce que... Et je lui ai donné le livre qui était dans ma poche, et elle ne savait pas ce que c'était, je ne lui avais pas parlé de ce livre-là. Elle s'est mise à sentir la tranche du livre. Et donc, il y a une forme comme ça du livre qui, à mon avis, est très très présente comme ça. Et donc, je ne suis pas bibliophile, mais j'ai une collection de livres. Par exemple, j'ai une petite édition de la lettre volée d'Edgar Poe, et sur la tranche il manque une lettre qui était, parce que c'est un livre d'occasion, et je suppose dans le transport il y a une lettre qui est partie. Ou chez Gilbert Joseph il y a les prix noirs qui sont les livres d'occasion les plus bas, et j'ai acheté le livre noir de Ran Pamuk au prix noir. Et donc le livre m'intéresse quand je vois qu'il peut être en connexion avec le monde. C'est-à-dire quand le livre ne m'intéresse pas quand il est un objet qui tourne sur lui-même, mais au contraire quand je sais que quand je l'ouvre, j'ouvre aussi une part du monde. Et donc c'est ce que j'ai fait. Il y a un projet précis sur lequel j'ai travaillé, où ce sont des livres qui sont placés à l'extérieur, qui racontent une expérience de lecture, où quand on ouvre ce livre, on peut lire l'aventure d'un personnage qui aurait lu ce livre là où on est, et ce livre est relié à un objet extérieur particulier, que ce soit un buisson, que ce soit une fontaine. Et c'est cette fontaine, c'est ce buisson qui retiennent l'histoire, qui la retiennent par un câble. Et pour moi, les livres, c'est ça. C'est pas quelque chose qui tourne sur lui-même, mais au contraire, qui me relie toujours à un événement du monde ou à un lieu. Donc quand je disais que c'est un herbier, oui, c'est ça. Pour moi, le livre, c'est par essence un herbier. À part le dernier livre que je viens de publier donc chez un éditeur,
qui a rien à voir avec le monde de l'art, je m'empresse de les oublier aussitôt parce que il y a toujours le sentiment, enfin, chaque livre que j'ai réalisé me paraît être un pis-aller, c'est-à-dire ne pas du tout rencontrer ce que j'espérais. Donc, il y a, le statut qu'ont mes livres, c'est le statut du désenchantement. Parce que justement, le livre, pour moi, c'est la clé qui va m'ouvrir le monde. Et je me rends compte qu'avec les livres que je réalise, ben, je peux ouvrir très peu de portes. Mais ce qui est très bien, justement pour parler d'un autre livre et d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Claudio Magris, et qui a écrit un livre qui s'appelle Utopie et désenchantement, qui parle d'un vendeur de calendriers qui dit achetez mes calendriers, vous verrez, l'année qui vient sera bien meilleure que l'année que vous venez de connaître. Et tout le monde achète ses calendriers en se disant bien sûr, l'année qui vient va être surtout pas aussi pénible que celle qu'on a connue, puis l'année qui vient est aussi pénible que celle qu'on a connue. Et lui dit que ça, c'est vraiment le fondement de l'homme, c'est-à-dire pouvoir créer des utopies et espérer quelque chose, puis accepter de désenchanter, accepter que ce n'est pas comme ça qu'on avait voulu les choses. Mais ce désenchantement est tout aussi productif que l'utopie. Si on restait uniquement dans l'utopie, on serait dans quelque chose d'extrêmement dangereux, comme toutes les utopies qu'on a pu connaître au XXe siècle, c'est-à-dire de beaucoup trop rigide et qui est un carcan étouffant. Et si on n'était que dans le désenchantement, évidemment, on n'avancerait pas du tout. Et donc, c'est un petit peu cet équilibre-là. Et tous les livres que j'ai réalisés jusqu'à présent, à la fois étaient ciblés comme un pont entre mes textes littéraires et l'art plastique, et pour moi avait quelque chose de totalement bancal comme ça. Donc le statut de mes livres, c'est un malentendu. Mais il n'y a rien de triste là-dedans, ou de noir, ou de sombre, parce que justement, je crois que les choses aussi se greffent sur des malentendus, que c'est grâce aux malentendus qu'on peut arriver à quelque chose. Donc, je leur laisse vivre leur vie, mais je n'interviens absolument pas, et je ne vis pas avec eux. En revanche, le dernier livre que je viens de sortir, qui s'appelle Le Diable abandonné, qui accompagne aussi une pièce de théâtre, là, c'est un livre avec lequel je sais que je vais continuer à vivre. Parce que peut-être qu'il n'y a pas ce rapport aux arts plastiques, au lieu trop ciblé de l'art plastique, c'est-à-dire quand j'ai fait mes livres précédents, toujours ils étaient liés à une exposition, donc ça me rapportait à un lieu particulier, à une situation particulière, alors que j'aimerais pas, enfin, j'aimerais bien qu'ils puissent aussi s'en détacher. Et justement, quand on parle des livres ou des herbiers, les herbiers où il y a des dessins sont toujours beaucoup plus puissants et donnent un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort que les herbiers où il y a des photos. Pourquoi? Parce que si j'ai, je sais pas moi, la photo d'une fleur dans l'herbier, enfin dans le guide, ce sera la photo de cette fleur-là à ce moment précis de la journée, dans ce champ précis. En revanche, si c'est un dessin, ce sera la famille de cette fleur-là, dans la famille de ce champ, dans la famille. C'est-à-dire que quiconque trouvera une fleur réelle dans un champ pourra avoir ce sentiment d'appartenance avec le dessin, parce que le dessin va tout englober. Et peut-être que dans les livres que j'ai réalisés jusqu'à présent, les photos des installations elles-mêmes, à mon avis, rétrécissaient trop l'histoire à l'expérience réduite de l'exposition à proprement parler. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être voilà, que j'essaye de trouver d'autres formules par rapport à ces livres-là, tout en étant aussi très ouvert, c'est-à-dire si quelqu'un me propose de faire un catalogue, je ne dirai jamais non, parce que justement, ça m'intéresse aussi d'avoir le point de vue des autres sur les livres. Mais je vois aussi, peut-être que le statut des livres que j'ai fait jusqu'à présent, j'en suis peut-être moins content parce que on a sacralisé un petit peu l'idée du livre d'artiste. Et on me disait, ce que vous allez faire, vous avez carte blanche. Je me souviens, j'ai fait un livre pour une résidence d'artiste tout près de Cannes, et la directrice m'avait dit, voilà, tu peux faire un livre, budget illimité. La chose qu'on n'entend qu'une fois dans sa vie. Et de fait, c'était vraiment le budget limité. J'ai pu faire un livre à tirette. Enfin, mais il y avait
pas derrière moi tous ces métiers du livre aussi, toutes ces, je sais pas, ces expériences millénaires de la mise en page, de la typographie, et dont j'ai besoin aussi. Et donc que peut-être dans mes livres d'artistes, la liberté aussi sur la mise en page fait que j'ai appris certaines choses, mais je n'étais peut-être pas assez encadré. Et que justement pour le dernier projet que j'ai fait avec les éditions Mémo, là, j'ai travaillé vraiment avec des personnes pour qui la typo, la mise en page, tout ça n'a aucun secret, avec lesquelles on a pu avoir un très bon dialogue et je sais pas, j'avais l'impression d'être plus constructif. C'est pour moi un gros mot. J'ai pas de... Quand je vais dans une foire d'art, les rares fois où j'y suis allé, j'avais une telle déprime qu'il me fallait une semaine pour m'en remettre. J'avais vraiment le sentiment d'être comme Jésus et les marchands du temple. C'est-à-dire me dire que l'art, ça passe par des objets. Alors je le sais, mais ça me rend quand même malade. Donc j'essaie j'ai pas, donc c'est ça, je suis pas bibliophile, je ne suis pas collectionneur, et me dire qu'on peut réduire une œuvre d'art à son... Enfin, je sais qu'on ne la réduit pas, mais j'ai toujours peur qu'on s'y attache de trop. Et donc, dans tous mes projets, les objets sont vraiment là euh, pour pouvoir exprimer quelque chose, mais pas plus que quand quelqu'un va parler de quelque chose, bah, il veut utiliser le verre d'eau pour dire que c'est la maison où il habite et son assiette pour dire que c'est son lieu de vacances. Enfin, et pour moi, les objets ont ce statut-là, c'est-à-dire ils sont à l'échelle physique de l'homme, donc on a besoin d'objets pour se poser, mais je ne voudrais pas qu'ils soient trop sacralisé. J'ai fait tout un projet, c'était même une de mes toutes premières expositions, qui était vraiment sur ces objets dont on avait besoin pour se poser. J'étais parti de l'appui de fenêtre de Valéry à Gênes, quand il a eu vraiment toute la vision de son œuvre, où il parle dans son journal qu'il était accoudé à l'appui de fenêtre de son hôtel pour regarder la mer. Donc ça, voilà, pour moi ça c'est un objet concret. Ou la colonne de Claudel à Notre-Dame de Paris, et on peut retrouver la colonne de Claudel à Notre-Dame de Paris, il est appuyé contre cette colonne quand il a eu aussi vraiment cette conversion comme ça très très forte. Pour moi, un objet, c'est tout cela, mais ce n'est que ça. Et ça, c'est vraiment, par exemple, un héritage de mes parents, auquel je tiens beaucoup, c'est de ne jamais s'attacher aux biens matériels. Donc, c'est vrai que je me sens extrêmement mal à l'aise dans le monde de l'art contemporain, parce que l'objet y a quand même une place centrale. Jardin, alors je dirais que ça c'est vraiment la notion du couple par excellence parce que ma compagne adore jardiner moi je n'ai jamais rien fait. Elle a travaillé dans ce jardin qui est magnifique et j'adore l'accompagner, c'est-à-dire m'asseoir et lire au jardin. Et donc pour moi ce jardin c'est presque comme un portrait de ma compagne. C'est vraiment cette idée, voilà, c'est comme si elle sortait de la terre. Donc c'est à la fois quelque chose qui est comme une vue de l'esprit, mais je peux quand même, je la suis quand elle bêche ou quand j'ai mon fauteuil de jardin, mais qui sont oui voilà, des fauteuils très légers, donc l'objet est quand même important, il faut que ce soit un fauteuil qui puisse... donc j'ai pas un rapport, enfin, oui, je dirais que c'est peut-être un rapport indirect au jardin. Pour moi, un jardin, c'est un portrait. Pour moi, le jardin, c'est vraiment ce qui fait que une part de nous-mêmes peut ressortir. Et aussi, jardin, c'est marcher. Donc, il y a l'idée de pouvoir comme ça lire, mais qu'il y a aussi, de se promener dans un livre ou pouvoir marcher. Alors c'est clair que très souvent, par exemple, quand j'écris, soit ici, je marche, je vais au jardin, soit à Paris, je suis juste à côté du parc André Citroën, c'est-à-dire il est à même pas 50 mètres d'où on habite, et là je vais marcher aussi. Donc c'est vraiment cette idée d'un lieu qui est aussi un entre-deux.
ou un jardin, quand après avoir écrit ou avoir lu, je marche dans un jardin, mais je marche autant dans les images dont je suis chargé que dans ce que je vois, ce qui est sous les yeux. Donc c'est un peu un entre-deux comme ça dont j'ai besoin. Si vous n'êtes pas jardinier dans votre œuvre, vous cultivez quand même des espèces de plantes. Oui, 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 oui. Oui, mais toujours donc par le biais qui sont des plantes imaginaires. Donc je dirais que c'est plus cette idée-là, quoi, du jardin, c'est un peu l'idée du potentiel, de ce qui peut sortir de la terre, de ce qui peut. Alors, moi, c'est clair que j'ai pas ce rapport direct comme ça aux choses, ni aux objets, ni je mets pas mes mains dans la terre, je mets pas. Mais c'est clair que d'avoir toujours vécu avec des jardins, ben, ce que j'y ai greffé, ce sont des plantes imaginaires. Mais à la fois, je ne pourrais pas vivre avec mes plantes imaginaires si j'avais pas de jardin réel. Et je ne pourrais pas apprécier le jardin réel si j'avais pas mes plantes imaginaires. Donc c'est vraiment toujours ça, cet entre-deux dans lequel je suis. Et peut-être pour revenir à ce mot littérature, quand je dis que j'idéalise, euh, je ne pourrais pas rentrer dans la littérature pure. Parce que j'ai justement toujours besoin, on parlait tout à l'heure de Nixon qui a éludé la parité, enfin, c'est-à-dire le fait qu'on ne pouvait émettre des billets qu'en fonction de ce qu'on avait comme réserve or. Eh bien, j'ai l'impression que je ne peux émettre de l'imaginaire qu'en fonction de ce que j'ai dans ma réserve physique réelle. Et que j'ai toujours besoin d'être justement un porte-à-faux entre les deux. Et je ne peux pas être dans la littérature pure parce que je ne pourrais pas me trouver dans un monde comme ça complètement imaginaire où même la création des choses serait en dehors de tout. Il y a Bartók explique que quand il jouait ses propres œuvres, il lui arrivait d'avoir une angoisse terrible, c'est d'être emporté par son œuvre elle-même, c'est-à-dire de se retrouver dans son œuvre, dans la musique, et de ne plus avoir de contact avec le monde. Et donc pour retrouver un contact avec le monde, il se mettait à improviser des notes, mais en plein concert, devant les spectateurs qui n'y comprenaient plus rien, ni non plus les autres interprètes. Qui se demandaient mais où il va et qui eux étaient complètement déconnectés. Mais ça c'est quelque chose que je peux vraiment comprendre. Cette idée de ne pas être uniquement dans la création pure, mais ni non plus, j'allais dire, dans le monde physique pur. Donc c'est toujours une forme d'équilibre, je veux dire une situation d'équilibriste que j'essaie de trouver. Pour moi, c'est peut-être le plus gros mot qui soit, mais c'est ce qui me permet aussi dans un parcours comme ça de vie, un parcours artistique. C'est clair que quand j'avais 20 ans, pour moi, on ne pouvait pas être artiste sans exposer, sans avoir une galerie, sans faire partie des foires d'art, sans faire. Et donc, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec une galerie, j'ai fait des foires, puis je me suis rendu compte que j'étais profondément malheureux là-dedans. Et donc, et que le fait de ne plus rentrer dans ce système de présentation de l'art, mais ne me coupait pas non plus, ni de ma création, ni d'un rapport au public, ni que je pouvais continuer à vivre en étant plus là-dedans. Donc, mais c'est vrai que ça a pris plusieurs années et qui ont été des années très riches, parce que j'ai l'impression aussi qu'un parcours d'artiste, ça peut ressembler à des parcours politiques où à certains moments on fait partie de la majorité, puis à d'autres on se dit ben non, moi cette majorité-là c'est pas pour moi. Ce qui se passe d'ailleurs maintenant, j'espère que le Parti socialiste ira dans l'opposition. Et donc, où je me suis mis dans l'opposition. Je me suis mis dans l'opposition en me disant non, le marché de l'art, non. Ça me gêne très fort quand je vois que 9 critiques d'art sur 10 dans le journal Le Monde sont des critiques qui ont trait au marché, qui sont des pages culture, qui ne sont pas les pages économie. Et donc là, je me dis qu'il y a vraiment un glissement ou une dérive qui est assez à la fois dangereux. Je ne veux pas employer de gros mots ou de grands mots, de mots qui font peur. C'est pas spécialement dangereux. En tout cas, ça me permet de me situer et ça m'a permis aussi, moi qui étais toujours tellement naïvement positif et pour les choses, de pouvoir aussi ajouter une corde à mon arc et à dire je suis contre. Donc maintenant, je peux dire je suis pour certaines choses, mais je suis aussi contre. Et donc, je suis totalement contre cette notion de marché de l'art.
tout en... je ne vais pas mener un combat contre le marché de l'art, c'est-à-dire idéologiquement, je suis contre ça, mais je ne veux pas non plus le diaboliser. Donc, je ne vais pas passer de l'énergie à détruire le marché de l'art, mais ma position, c'est de créer en dehors de ça. En dehors, avec tous les frôlements, tous les paradoxes, toutes les ambiguïtés aussi que ça comporte. Hein, parce qu'il y a, je veux dire, je ne veux pas non plus que la création, ce soit l'illustration d'un engagement politique. Alors j'ai des opinions politiques, mais je dis, alors ça fait partie aussi des conflits intérieurs qu'on a à gérer en tant qu'artiste, c'est qu'il y a aussi, j'ai ma position de citoyen, j'ai mes convictions, mais il y a des moments aussi où, en tant qu'artiste, je me rends compte que peut-être que des choses me paraissent un petit peu pas très nettes comme ça, d'un point de vue purement politique, mais en même temps, c'est une opportunité très forte que je ne peux pas avoir ailleurs pour pouvoir sortir des choses de moi. Donc, je crois que ça m'amène à avoir une remise en question continuelle. Et que je n'ai pas décrété du jour au lendemain, je ne veux plus faire de foire, je n'en ferai plus jamais de ma vie, mais il se fait que je n'ai plus produit d'objets. Pour moi, l'aventure artistique, dans sa construction, hein, donc je parle en tant qu'artiste, ce qui me pousse à créer des choses, ça vient de rencontres humaines. Alors, je dirais, si ça dépend qui me propose, et ça dépend avec qui l'aventure peut se faire. Uniquement, parce que c'est clair que par exemple, l'exemple de la Biennale de Venise, ça peut soit verser dans une aventure de communication, ou soit dans une réelle aventure artistique. Donc, je veux dire, moi, j'irais à la limite, ça ne me gêne pas qu'à un moment donné, des objets que j'ai pu faire se retrouvent dans une foire, mais j'irai pas le voir, j'irai rien faire pour ça, et je ne suis pas non plus, je ne suis plus naïf, donc je sais qu'il y a aussi cette part-là, et j'irai pas contre. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas, quand je dis que je suis contre le marché de l'art, je suis contre idéologiquement, mais je ne suis pas suicidaire. Et donc, c'est important pour moi aussi d'être dans une logique de rencontre avec les publics. Alors, il y a des rencontres qui sont pour moi les meilleures rencontres qui soient, il y a d'autres rencontres qui sont porteuses de plein de malentendus, d'ambiguïtés, mais je ne vais pas les éviter non plus. Enfin, je veux dire, ça dépend vraiment, il y a un questionnement par rapport à ça, et c'est aussi ça, je crois, qui est passionnant dans le métier d'artiste, c'est qu'il y a toujours des ponts entre la vie d'homme avec tous ces tiroirs citoyens, je veux dire créateurs, spectateurs, amis, enfin toutes ces choses-là. C'est une question qui revient souvent, alors que qui est revenue la première fois quand je suis allé en France, quand j'ai eu 20 ans, je suis allé vivre en France, et c'est à ce moment-là que le mot Belgique m'a été renvoyé. Et j'ai dû apprendre à savoir ce qu'il y avait dans ce mot-là. Alors, du point de vue du son, je trouve que c'est un très beau... Il y a des Belgiques, je trouve que c'est beau. Et pour des Liégeois qui ont tendance à, je veux dire, avec tous les G, les D, enfin, je veux dire, les G, ils les font che, ils les font Belgique, ça amène à avoir une certaine douceur, avoir un I pur. Donc il y a l'idée, pour un Belge, c'est un mot qui amène une certaine rigueur. Donc je trouve ça plutôt pas mal, mais uniquement par rapport au son. Autrement, c'était une forme de malentendu, mais qui a amené des discussions très très riches. Parce qu'en étant... Donc, moi j'ai découvert la Belgique en étant en France. Parce qu'on me l'a renvoyé, la Belgique vis-à-vis de la France. Mais qu'est-ce que c'est que 175 ans d'histoire par rapport à 2000 ans d'histoire? Et donc, ça amenait aussi à la question d'identité. Alors, pour moi, Belgique, si c'est la clé pour ouvrir un questionnement sur l'identité, c'est parfait. Parce que plus on a je veux dire, d'ouverture sur ce questionnement de l'identité, mieux c'est. Je ne crois pas qu'on a une identité unique. Moi, je me sens à la fois gaucher, petit frère, liégeois, européen,
belge, lecteur, francophone, latin, du Nord. Je veux dire, il y a beaucoup d'identités. Donc, je ne refuserai jamais une identité, mais toujours sur base d'un questionnement. C'est vraiment cette idée-là. Et surtout pas alors que je suis très très proche du mouvement romantique, et vraiment très très proche du romantisme, de tout ce que le romantisme a pu apporter comme questionnement, avec cette dérive du romantisme, c'est qu'il a posé peut-être le nationalisme, non plus comme questionnement, mais comme réponse. Et là, c'est peut-être quelque chose que je rejette. Ce ne sera jamais, en tout cas, une réponse. Mais c'est clair que je vis beaucoup plus. Le questionnement européen m'excite beaucoup plus que le questionnement belge. Maintenant, c'est très fort lié, hein, parce que c'est aussi justement sur la question identitaire, c'est qu'est-ce que le sol. Enfin, moi, je ne veux pas circonscrire l'Europe uniquement à l'idée d'un territoire. Pour moi, c'est une notion, l'Europe. Et donc, je préfère qu'on travaille justement sur une notion et c'est une pensée et ça doit être fédérateur au niveau d'une pensée et pas au niveau d'un territoire. Donc je dirais que je suis plus dans une question européenne, mais que je ne rejetterai jamais une discussion sur ce que c'est que la Belgique. Mais si ça se fait, certainement, sans le moindre sentimentalisme. Alors que pourtant, pour moi, on ne vit que pour pouvoir asseoir ses sentiments et épanouir ses sentiments, mais pas par ce biais-là. Coquelicot, alors là voilà le parfait exemple de compromission avec le marché, parce que j'ai fait un projet avec les parfums Kenzo, qui était le fait de faire un projet autour de coquelicots pour lancer un parfum qui s'appelle Flower. Et le projet, c'était de placer 400 000 coquelicots dans les rues de Paris. Et chacun de ces coquelicots avait une histoire. Alors là, j'ai travaillé pour la première fois avec vraiment un grand groupe, enfin la première fois, je sais pas, enfin bref, avec un groupe privé et qui avait aussi son droit de regard sur les histoires. Et donc, j'ai écrit, je ne sais plus combien d'histoires, hein, pas 400 000, mais elles étaient déclinées. Mais donc, chaque coquelicot qui était planté dans les rues de Paris avait une petite histoire qui était enroulée le long de la tige. Et quand donc, j'étais extrêmement libre quand j'ai écrit toutes les histoires. Maintenant, il y a peut-être la moitié qui ont été sélectionnées. Alors, à la fois, ça fait mal, il y a eu compromission, parce que c'est évident qu'il y aurait eu toutes les histoires, il y avait beaucoup plus de clair-obscur aussi sur ce que peuvent dire les fleurs, mais à la fois, ça a permis de développer quand même quelque chose d'extraordinaire, où des personnes pouvaient se promener dans les rues de Paris, se faire des bouquets d'histoires, des bouquets de fleurs, s'échanger, donc ça a créé un réel rapport. Le mot Kenzo n'était pas mis sur le coquelicot, donc il n'y avait pas je veux dire, cette idée de travailler pour une marque, même si, je veux dire, il y avait toujours un dialogue qui a été très tendu avec eux, mais au bout du compte, je suis content d'avoir réalisé ça. Je le serais moins d'un projet que j'ai fait par exemple avec Coca-Cola, pour les bouteilles Coca-Cola, ou à la fois aussi l'idée de me dire, là je ne sais pas combien il y en avait, c'était, je sais pas moi, entre 250 et 300 000 canettes Coca, donc Coca avait demandé à des artistes de prévoir une canette Coca, d'imaginer une canette Coca, et donc c'était aussi l'idée pour moi de me confronter à ça, l'image de Coca, mais c'était évidemment beaucoup trop ambitieux parce que tout ce que Coca génère comme image dans l'inconscient collectif est beaucoup plus fort que ce qu'on peut faire. Donc, ce serait à refaire. Je le referai, je me replanterai à nouveau. Mais enfin, je veux dire, ça fait partie aussi de... Quand on propose ça à un artiste, voilà, c'est toujours les choses... Est-ce que... c'est beaucoup de questionnements. C'est beaucoup de questionnements.
que ce soit mal interprété, peur du regard? Non, peur d'être broyé par parce que c'est quand même toujours pour moi des questions de valeurs, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qu'on donne là-dedans. Et c'est clair que toutes les valeurs que j'ai essayé de placer sur cette canette ont été étouffées par les valeurs que Coca portait en elle. Mais ça m'a amené aussi à avoir vraiment tout un questionnement très fort sur ce que c'est des gestes au quotidien, de ce que c'est que prendre une canette, la boire, regarder ce qu'il y a dessus, donc tous ces gestes-là. Le papillon, c'est aussi justement ce rapport à l'imaginaire dans lequel je suis. Je trouve ça fabuleux qu'un papillon, par exemple, ce sont des yeux méchants pour d'autres insectes, c'est-à-dire la façon, les dessins qui sont sur leurs ailes, ça peut paraître pour d'autres insectes, pour ne pas qu'ils les mangent, des yeux extrêmement féroces. Donc à la fois, c'est un genre de masque, un travestissement, j'aime vraiment beaucoup cette idée à la fois d'une fragilité extrême et aussi d'un rapport au temps. Je crois que c'est la toute première histoire que j'ai écrite d'ailleurs de papillons qui sont complètement obsédés par la fugacité de leur vie et avec cette idée du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans mon travail, qui est l'idée, quand j'étais petit, j'avais vraiment cette angoisse quand je marchais dans la rue, de me dire peut-être qu'au coin de la rue, je serai un petit vieux. Le temps va passer tellement vite que je vais devenir un petit vieux. Et qui est vraiment cette idée de me dire, mais oui, continuellement, il faut réagencer son rapport au temps. Et qu'un instant soit extrêmement ténu ou extrêmement long, c'est de mon point de vue, c'est mon point de vue sur le monde, c'est mon point de vue sur le temps qui va donner la richesse du moment. Et le moment, ça peut être toute une vie ou ça peut être une seconde. Quand j'étais ado, des artistes qui m'ont ouvert au texte, puis je m'en suis assez vite éloigné. Parce que peut-être que justement son personnage du peintre était très incarné. Parce qu'il y avait un travail de peinture et parce que ça me ramenait au monde de l'art. Et donc, c'est pas une critique sur son travail lui-même, c'est une critique sur mon regard. À un moment donné, ça ne m'a plus enrichi parce que j'ai senti que ça me ferait appartenir à un milieu. Et s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est me sentir appartenir à un milieu. Et donc, oui, j'ai vraiment pris. Ça fait partie comme ça, mais j'aime bien, peut-être que je reviendrai à des artistes comme ça, au va-et-vient qu'on peut avoir. Par exemple, je vois Max Ernst, c'était un choc. Je crois que j'avais 13 ans et j'étais voir. C'était ma mère qui m'avait emmené au Grand Palais voir une expo de Max Ernst. Et ça a été le choc de ma vie. Mais même, justement, par rapport au temps. De me dire, mais comment, je ne sais pas, moi, il y avait 200 toiles de Max Ernst, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse produire ça dans sa vie. Et donc, j'avais une fascination pour Max Ernst terrible. Puis après, je suis vraiment passé à autre chose et j'ai complètement renié Max Ernst. Puis, depuis quelques années, j'y suis revenu. J'ai trouvé. Et donc, il y a des va-et-vient comme ça. Avec Magritte, j'ai eu un va-et-vient. Je l'ai adoré, puis renié, puis retrouvé. Et donc, je crois que ça fait partie comme ça. J'ai des amours constants avec des artistes. Par exemple, je sais pas, Kabakov, Garil. J'ai toujours adoré. Boltanski, il y a eu certains moments. Mais enfin, je dirais que ça reste beaucoup plus constant que le GAC. Mais c'est pas. En tout cas, j'ai appris à respecter tous les amours que j'ai pu avoir. Alors, c'était une toute première conférence que j'ai faite.
Je l'ai faite pour la bonne et simple raison que quand j'avais 15 ans, je m'étais jeté à l'eau. Il y avait un ciné-club au collège où j'étais. Et j'avais décidé de présenter un film. Et j'avais présenté le truc, puis enfin, j'avais bien travaillé toute ma présentation. Quand je me suis retrouvé devant le public, j'étais mais tétanisé et ce n'a été qu'un long j'en étais malade, j'étais malade de ça. Et donc, il y avait cette idée de sentir où j'aime bien le rapport justement de la parole en public et de pouvoir, rapport sur le moment, que parfois les mots aident à sortir des choses qu'on avait en soi et à concrétiser des choses. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse une conférence. Et je suis tombé sur l'épitaphe de John Keats qui s'appelait « Si gît un homme dont le nom fut écrit dans l'eau ». J'ai trouvé ça mais tellement beau. La beauté du geste et aussi quand on parle du moment, du papillon, ben, où c'est ça quoi, un nom, l'humilité aussi d'un nom, mais toute la force d'un nom. Et à partir de là, ça m'intéressait aussi de voir ce que c'était l'idée d'un mot qui va accompagner une œuvre. C'était venu aussi de Max Ernst, dont je viens de parler, où je m'étais rendu compte que je liais très fort le nom, la difficulté pour moi de dire Max Ernst en une phrase, donc il y avait aussi tout ce côté un peu baroque ou quoi que je retrouvais dans les tableaux de Max Ernst, et qui avait vraiment ce rapport au nom comme ça, et que le nom était vraiment porteur d'énormément d'images, de malentendus, de choses complètement ridicules, croire qu'un nom va pouvoir nous survivre, enfin des choses, mais que c'est aussi quelque chose de porteur. Et que ça m'intéressait aussi de tourner autour de la création artistique. Et donc de pouvoir rentrer dans la création artistique par le plus de portes différentes. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris. Je suis resté juste 3 mois aux Beaux-Arts, ici à Liège, et la seule chose que j'ai apprise, c'est à tourner autour de l'objet. On nous avait appris à faire du modelage, comme ça, à faire des portraits, et ben, si on était content du profil, on tournait la face et c'était plus ça. Donc on retravaillait la face, le profil était plus ça. Si les deux étaient bons, le 3/4 était plus bon. Et donc c'était l'idée qu'il fallait tout le temps tourner autour de la chose. Et donc, pour moi, en tant qu'acteur, spectateur de la création artistique, c'était aussi l'idée de se dire comment on rentre dans la création. Et on est aussi porteur d'un nom. Et c'est drôle, je venais d'apprendre, mes parents qui étaient très francophiles m'avaient toujours dit que mon nom c'était un nom français. Et un jour, en feuilletant un dictionnaire des noms propres wallons, et en regardant d'autres noms, et puis paf, je suis tombé sur Corillon, qui était un nom typiquement wallon. Et le Corillon, c'est celui qui ne vit pas dans le village, qui ne vit pas dans la forêt, mais qui est la dernière maison du village. Donc, qui est vraiment entre deux. Et évidemment, j'étais extrêmement content. Donc, je me suis aussi senti comme si mon nom était porteur d'images avec lesquelles je pouvais m'accorder, me sentir en accord ou en désaccord. Et donc, voilà un petit peu l'idée des noms d'artistes. Ça, c'était le plus beau désenchantement en dehors des livres d'artistes parce que c'est un projet auquel j'ai vraiment cru énormément, qui était pour moi l'aboutissement de tout ce que j'ai cherché pendant des années, c'est-à-dire se dire où est le lieu de la lecture et quel est le mouvement de la lecture. Et qui était cette idée de pouvoir harmoniser à la fois nos lieux d'imaginaire, les lieux dans lesquels on est quand on lit un livre, mais le lieu physique dans lequel on est. Et de pouvoir aussi marier le mouvement de l'esprit dans lequel on est quand on lit et le mouvement du corps dans lequel on est quand on lit. Et donc la trotteuse, pour moi, était un petit peu cette conjonction de tous ces éléments-là, cet aboutissement-là. Et donc c'est un projet extrêmement coûteux que j'ai réalisé, donc de machines électroniques avec lesquelles on peut se balader et lire en se baladant. Et j'ai l'impression que ça n'a jamais généré que des malentendus,
Alors j'attends peut-être que la sauce prendra à un moment donné, mais jusqu'à présent, c'est un projet qui a jamais tous les contextes dans lesquels on m'a demandé de placer les trotteuses étaient des contextes qui ne leur convenaient pas. Donc ça n'a jamais marché. J'ai l'impression que c'est un projet, voilà, que je mets sur le côté. Peut-être qu'à un moment donné, il sera bien utilisé. Mais tant qu'à présent, alors euh, mais aussi c'est à partir de là, c'est à partir de ce projet-là que je me suis mis à avoir des projets plus théâtraux, par exemple à faire un théâtre de marionnettes, à travailler sur le... Parce que j'avais l'impression que c'était presque l'aboutissement, que je ne pouvais pas aller plus loin dans tout ce qui m'était offert par le monde de l'art contemporain, donc par les mondes d'exposition, et qu'à mon avis, je ne pourrais peut-être reprendre vraiment des travaux euh, strictement art contemporain, je dirais donc pour des musées, pour des centres d'art ou quoi, que à partir de la trotteuse. La rue, ben, c'est aussi assez proche du jardin pour moi. Mes rues, c'est avant tout Paris, où je passe des heures et des heures dans les rues, à marcher dans les rues. Et donc, pour moi, la rue, c'est peut-être le moment où je développe les photos des choses que j'ai pu emmagasiner à droite ou à gauche. Je peux marcher très longtemps dans les rues et j'ai vraiment l'impression de me fondre aussi dans un paysage et qu'il y a une partie de moi qui peut émerger dans la rue. Et que c'est vraiment cette idée et c'est très proche de la trotteuse, hein, la rue, parce que c'est vraiment cette idée du mouvement. Où Montaigne disait mon esprit ne va que si mes jambes l'agitent. Et c'est aussi vraiment dans la rue que j'ai l'impression que mon esprit va, quoi, parce que les jambes l'agitent. Et que alors ça, c'est peut-être dû à ma nature, c'est que je n'ai évidemment jamais le sentiment, euh, quand je suis dans une rue, d'être uniquement dans cette rue-là. Et automatiquement, le fait de marcher, d'être dans un lieu, ça fait naître en moi d'autres lieux. Et j'ai l'impression que quand je marche dans la rue, c'est là où je peux animer tous les mondes ou tous les lieux qui sont en moi. Et par rapport à la rue, justement, est-ce que c'est cet amour pour la rue qui pourrait expliquer en partie ces plaques de rue qui vous ont fait connaître aussi? Euh, Pourquoi ce oui, travail? je dirais que c'est plus alors par rapport aux maisons, parce que s'il y a rue, j'ai aussi un amour pour les maisons, pour l'esprit du lieu. Que pour moi, les maisons ont un esprit du lieu, comme ça, qui ne tient pas aux objets, mais qui est à la construction même du lieu, oui, à l'enchevêtrement des pièces, des escaliers, et que je suis toujours très très curieux de savoir ce qu'il y a quand je suis à l'extérieur d'une maison, de me dire, tiens, comment est-ce que c'est à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et de voir aussi de quoi sont chargées les maisons. Et pour moi, les plaques de rue, c'était ça. C'est se dire qu'une maison est chargée d'une histoire qu'on ne connaît peut-être pas, et que cette histoire n'est pas uniquement l'histoire de la ville, euh, ici, cette pièce, je veux dire, c'est la pièce de Stevenson. Parce que je vis avec Stevenson et j'ai l'impression que dans cette pièce-ci, voilà, il est là, son esprit est là. Donc on pourrait très bien mettre une plaque de rue ici sans mentir, sans que ce soit faux, en disant c'est ici que Stevenson a fait ceci ou cela. Parce que, je veux dire, une part de son esprit a été ici. Donc c'est peut-être plus à rapprocher où c'est l'idée du nom, des noms de lieux ou des noms de personnes, ou de se dire qu'il y a aussi une ubiquité comme ça de la création qui passe par le biais du nom. Évidemment, c'est pas le corps de Stevenson, enfin c'est pas cette idée-là, mais c'est l'idée aussi de l'esprit. Et pour reprendre le côté magique justement de la lecture, c'est de se dire qu'on est en vraie conversation avec quelqu'un quand on est dans un ouvrage, et que cette personne-là, on la réanime complètement. Donc ça, je crois que ça fait partie et aussi que je crois que pour vivre dans des lieux, on a besoin d'esprit tutélaire. Euh, J'étais allé voir la tour de Beaufil à Marne-la-Vallée,
Et chaque étage est baptisé. Il y a l'étage Elsa Triolet, il y a l'étage Aragon, Prévert, Picasso. Et comme si dans une ville nouvelle, quand on construit un bâtiment, on a besoin de la construire avec des pierres, mais on a aussi besoin de la construire sur un imaginaire. Et donc les plaques de rue, c'est cette idée-là. C'est se dire que quand on marche dans la rue, on marche autant dans un monde de briques et de bitume, mais aussi dans un monde d'imaginaire. Et que ce sont les deux qui construisent l'esprit de la ville. C'est un projet donc, qui a été réalisé pour un lycée à Tours, qui était un agenda que j'ai réalisé pour les étudiants. Au départ, c'était une commande de faire une sculpture pour le lycée. Puis finalement, parce que justement, je trouvais qu'un objet n'était pas à sa place dans cette lourdeur un peu pompeuse comme ça qu'avait le lycée, et d'avoir un objet vivant, c'est-à-dire un objet de transmission, pour pouvoir vraiment jouer sur cette idée de transmission. Et ça a été un petit peu la clé de voûte de tout le projet, qui est le passage d'une génération à l'autre, d'un mode d'expression à l'autre. C'est-à-dire que j'étais parti sur des documents, j'avais travaillé sur les archives du lycée Descartes, toutes les archives pédagogiques du lycée, et j'avais mis ces documents d'archives en perspective avec des fictions que j'avais réalisées. Et c'était pour moi aussi une façon de dire que la fiction, ce n'est pas ce qui nous fait fuir le monde, mais au contraire qui nous met le monde en perspective. Et les fictions que j'écrivais et que donc je présentais dans l'agenda à côté des vrais documents, ça me permettait de faire prendre conscience, ou de pouvoir toucher réellement, faire prendre conscience aux élèves des éléments tels que la punition, tout le rapport à la punition. J'ai retrouvé des notations comme ça sur des comptes de punition. À côté, j'écrivais un texte sur toute la façon de battre et de consoler son âne, avec justement tout ce rapport judéo-chrétien à la souffrance, à la consolation, à d'autres moments vis-à-vis de vrais documents sur le divorce des parents. Je pouvais écrire un texte sur la séparation. Donc, montrer aussi qu'un lycée, c'est un lieu d'émotion, et que c'est un lieu de connaissance, mais autant de connaissances scientifiques que de connaissances de soi et de connaissances de ses émotions. Et donc j'essaie de créer un objet qui puisse être comme une chambre noire pour les étudiants, pour justement un petit peu révéler tout ce qu'ils pouvaient connaître comme émotion au sein du lycée. Ce que je rêverais, c'est que on puisse par rapport, et ça revient vraiment au premier mot qui est la littérature, par rapport à la façon dont on envisage la littérature, nous occidentaux, dans un rapport très individuel, où c'est plus un rapport du livre qui, même par son format, a quelque chose de très individuel et qui nous renvoie à nous-mêmes. C'est se dire que la littérature peut s'ouvrir aussi à une communauté au même moment. Ça veut dire que la lecture silencieuse puisse aussi s'ouvrir non pas à un individu, mais à une communauté. Et ce que j'essaie depuis le début jusqu'à maintenant, c'est à pouvoir créer des situations, justement, placer des textes dans des lieux d'exposition, dans des rues, dans des lieux publics, pour que plusieurs personnes à la fois puissent lire un même texte. Et le projet sur lequel je travaille, qui est un projet d'une pièce de théâtre, d'un théâtre de marionnettes, où les marionnettes sont des mots eux-mêmes, et donc qui va pouvoir à la fois concilier ou réconcilier l'oral et l'écrit, parce que dans cette pièce, il y aura autant de moments de lecture silencieuse que d'écoute de la parole d'une comédienne, et de pouvoir aussi se dire qu'il y a une communauté de lecteurs, et de pouvoir sentir le poids d'une communauté de lecteurs, même si c'est une lecture silencieuse. Donc c'est vraiment le projet maintenant, avec ce projet-là de théâtre de marionnettes, j'ai vraiment l'impression d'être au cœur de cette problématique-là.